Bonjour et bienvenue sur Tourism Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy-Joseph Amand, cofondateur et CEO de l'agence réceptive Bubble Globe. Dans cet épisode, il t'explique comment il a choisi d'entreprendre dans le tourisme, bien que ça n'ait rien à voir avec ses études, et les obstacles qui se sont dressés sur son chemin, d'un premier modèle économique non rentable à la crise de la Covid-19, en passant par les attentats de Paris. Il te partage aussi ses conseils si tu souhaites toi aussi te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, en se livrant sur plusieurs problématiques rencontrées par les start-upers, comme le fait de ne pas savoir par où commencer, ou encore comment travailler efficacement de chez soi. Pour les découvrir, je t'invite donc à rejoindre ma conversation avec Jérémy. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement ? Bonjour, comme tu l'as dit, je m'appelle Jérémy, j'ai 29 ans et ça va faire presque 6 ans que j'ai créé une société dans le tourisme qui s'appelle Bubble Globe. Et notre métier, c'est d'accompagner les agents de voyage, notamment aux États-Unis, dans la création d'itinéraires pour une clientèle haut de gamme. Donc on va réserver des visites privées, on va s'occuper de tout ce qui est aussi transfert privé. Et on intervient dans plusieurs villes en France, donc Paris historiquement, la Normandie, la Champagne, et bientôt pour 2021, la Provence et la Côte d'Azur. D'accord. Et du coup, comment se déroulent tes journées ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour justement accompagner tes clients ? Alors nous, on est 2 fondateurs à avoir créé la société. Mon associé Thomas, lui, il a un profil qui est plus technique. Donc il va s'occuper de la création et du développement du site, mais aussi de tout ce qui va être présentation et design dans les propositions qu'on va donner aux agents. Et donc moi, je vais avoir la casquette qui va être plutôt commerciale. Donc mes journées en temps normal, elles vont être plutôt de répondre aux demandes des agents de voyage et de construire des itinéraires. Donc pour donner un exemple concret, demain je vais recevoir une demande d'un agent qui va me dire qu'il a une famille de 4 personnes avec des enfants de tel et tel âge qui vient à Paris de telle à telle date. Et soit ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire, soit ils n'ont pas d'idée précise, et dans ce cas-là, tout le travail va être de faire des propositions en fonction soit de leur intérêt, soit de savoir s'ils sont déjà venus ou non à Paris. Donc voilà, je vais être à la fois dans la création des itinéraires et à la proposition commerciale, jusqu'au suivi et jusqu'à la vente. Donc une fois que les clients ont accepté, ensuite il faut qu'on s'occupe de la gestion avec nos partenaires sur place, donc les guides et les chauffeurs notamment. Et en parallèle de cette partie, je vais m'occuper aussi de la création des nouvelles expériences. Donc je le disais au début, mais on va ouvrir par exemple une nouvelle destination qui est la Provence et la Côte d'Azur. Donc il va falloir aller aussi sur le terrain et préparer cette destination en rencontrant les acteurs locaux, en essayant de comprendre au mieux la destination d'un point de vue logistique et de ce qu'elle a à offrir. D'accord, et comment est-ce que tu fais justement pour développer des nouvelles activités, pour les choisir ? Tu expérimentes à la place de tes clients d'abord ? Oui, alors en fait ça se fait en plusieurs étapes. Déjà la première étape, c'est de savoir quelle destination on va développer. Donc pour ça, c'est assez rapide parce qu'on jauge par rapport au nombre de visites, mais on demande aussi aux agents tout simplement les destinations les plus populaires. Et après Paris, il se trouve que c'est la Provence et la Côte d'Azur. Donc une fois qu'on a fait ce choix, l'important pour nous, ça va être de cartographier un petit peu la destination pour comprendre, surtout quand on est sur un territoire et une région entière, comment elle se structure, quelles sont les villes où les clients vont être hébergés, pour après avoir, par rapport au point d'intérêt aussi, un rayonnement. Par exemple, quand on est à Avignon, on va pouvoir rayonner sur tout ce qui est les Alpilles, le Luberon, Pont du Gard, Arles, la Camargue, etc. Donc ça, c'est déjà un petit peu cartographier la destination pour comprendre le territoire et la logistique, parce que nous, notre rôle, ça va être justement, au-delà de comprendre ce qu'il y a à proposer, c'est de conseiller les agents. Si on prend un autre exemple sur la Normandie, étant donné que les Américains, c'est un public qui a un petit peu des notions floues des distances, pour eux, ils vont penser qu'ils peuvent faire beaucoup de choses dans une journée et aller à Étretat et au Mont-Saint-Michel dans la même journée. Et donc nous, notre rôle, c'est aussi de comprendre la logistique du terrain pour les conseiller ensuite et de ne pas leur faire faire n'importe quoi. Donc il y a ça, il y a bien sûr après, je le citais tout à l'heure, mais les lieux d'intérêt. Donc quels sont, on va dire, les grands classiques, comment ces classiques sont articulés à la fois de manière générale sur le marché et chez nos concurrents. Qu'est-ce que nous, on peut faire différemment comme éclairage, soit dans l'approche, soit dans la manière de faire. Et puis après, je dirais, ce qui a fait notre cœur de métier au début, c'est de développer des expériences qui sortent un peu des cadres ou en tout cas qui sont un peu plus exclusives, un peu plus uniques, avec des personnalités de la région, que ce soit un chef étoilé, que ce soit un lieu unique parce que quelqu'un a un mât.
un mas et un domaine en Provence. Donc voilà, c'est de repérer aussi ce qui peut se faire sur le territoire, qui n'est pas forcément le plus visible ou le plus connu, pour nous ensuite le proposer à nos clients. Et donc tout ça fait que nécessairement on a besoin d'aller sur le terrain, parce qu'il y a une partie qui se fait en amont, en ligne, hein, on regarde ce qui se fait, on prend un Google Maps, on trace des points, etc. Mais après, il faut vérifier la cohérence et la réalité du terrain, et c'est là où le déplacement devient nécessaire. Donc pour la Provence et la Côte d'Azur, on est parti tout le mois de juillet avec mon associé, et on a rencontré tous les guides, et on a fait tous les circuits qu'on souhaitait proposer pour nous rendre compte de ce que ça a donné, de si ça avait un sens, si des fois c'était pas trop long, et puis du coup de pouvoir après orienter par rapport au profil des clients et de leurs attentes tout simplement. J'imagine que c'est intense, mais ça doit être cool de pouvoir partir du bureau pendant 1 mois. Est-ce que c'est l'aspect que tu préfères le plus dans ton métier? Oui, l'aspect que je préfère le plus, forcément, quand il s'agit de découvrir des nouvelles choses et de voyager, de pas être derrière le PC, c'est toujours plus agréable. Après, c'est pas non plus tout le temps des vacances parce que, alors, c'est la bonne partie du travail de tester, c'est sûr, mais on reste quand même attentif. Nous, quand on y allait, on prenait quand même énormément de notes. Et puis, on fait tout en accéléré aussi. Le but, c'est pas forcément qu'on fasse tout comme les clients, mais c'est de le faire dans le rôle un peu d'un critique, puisque c'est nous qui allons après proposer ces produits. Donc on se met dans la peau du client sans être le client non plus. Donc c'est super agréable, mais ça reste quand même assez exigeant et assez fatigant. Mais c'est sûr que oui, c'est une des parties qui fait plaisir, mais je dirais pas la partie forcément que je préfère le plus. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une partie que je ferai tout le temps, parce qu'être tout le temps en déplacement, c'est quand même aussi épuisant. Donc il y a des fois on apprécie d'être derrière le PC, et puis il y a des fois on apprécie d'être dehors. D'accord, et du coup, comment est-ce que ça t'est venu cette idée de créer Bubble Globe? Est-ce que tu as fait des études dans le tourisme? Alors j'ai pas fait d'études dans le tourisme du tout. Je viens d'une école de commerce à la base, et bien avant ça j'avais fait une licence LEA à l'université. En fait, je dirais plutôt que c'est une envie d'entreprendre qui est venue petit à petit au fil du temps. Parce que justement, quand j'étais en licence, je savais pas encore dans quoi m'orienter par la suite en master, et je savais pas quoi faire entre guillemets de ma vie. Et donc, dans un concours de circonstances, il se trouve qu'en dernière année de licence, on pouvait la faire en alternance. Et donc, j'ai fait mon alternance dans une société qui avait rien à voir, qui était plutôt dans les bases de données sur des sociétés. Et à la fin de cette première année d'alternance, on m'a proposé de continuer. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai profité un petit peu des bénéfices de l'alternance, c'est-à-dire ne pas payer l'année et en plus être rémunéré, pour me dire tant qu'à faire, je sais pas où aller, mais autant faire une école de commerce, parce que comme ça, c'est la boîte qui va payer, et au moins j'ai quelque chose de solide à la fin si jamais je trouve ma voie. Donc j'ai fait une école de commerce qui est l'INSEC à Paris, et pendant ce master, je devais réaliser un séjour à l'étranger. Et la société dans laquelle je travaillais en alternance avait plusieurs établissements, dont un aux États-Unis à New York. Et j'ai profité un petit peu de l'occasion pour aller à New York. Et c'est quand je suis allé à New York à l'époque, donc c'était en 2013, j'ai dû trouver un logement, j'ai découvert le concept Airbnb. Et c'est à la suite de ce séjour où je me suis dit, tiens, je sais pas quoi faire de ma vie, mais en fait c'est parce que j'ai peut-être envie de créer quelque chose de moi-même. Donc j'étais déjà sur une démarche de j'ai envie de créer quelque chose, mais j'ai pas l'idée. Et à la suite de ce séjour, c'est là où j'ai eu l'idée qui était d'adapter Airbnb au secteur des loisirs. Donc ça, c'était en 2013, c'était encore nouveau, puisqu'aujourd'hui Airbnb le propose avec Airbnb Experience. Mais le projet Bubble Globe est né de là. Ensuite, je me suis associé parce que j'avais pas les compétences. J'avais que l'idée et un peu le profil commercial, mais il fallait tout derrière développer une marketplace, et ça impliquait aussi beaucoup de choses. Donc je voulais pas passer par une société puisque c'était pas un site vitrine. Donc je savais qu'il me fallait forcément un associé derrière. Bref, on s'est associé avec mon associé actuel. Et puis ensuite, comme dans toute aventure entrepreneuriale, il y a un constat et une idée de départ. Et puis cette idée, elle évolue. En l'occurrence, nous, on est resté 3 ans sur l'idée de Airbnb des loisirs, mais ça n'a pas marché parce qu'au niveau du modèle économique, il fallait faire trop de volume. Dans une place de marché, il y a la partie offre et la partie demande, et la partie demande demandait beaucoup trop d'investissement. Et donc, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas un modèle qui était viable. En plus, Airbnb allait se lancer sur le marché au bout des 3 ans où nous, on voyait que ça ne marchait pas et qu'on décollait pas. Et donc on s'est dit avec mon associé, soit on arrête tout, soit on change et on fait quelque chose d'autre. Et on s'est aperçu que notre valeur ajoutée pendant tout ce temps, c'était de sélectionner des offres plutôt qualitatives, puisqu'on a accordé une grande importance à qui proposait des choses sur notre plateforme.
jusqu'au point où on en était arrivé à un vrai processus de sélection où les gens nous envoyaient CV et lettres de motivation pour proposer quelque chose sur notre plateforme. Et donc, de fil en aiguille, on s'est dit, si on est sélectif, c'est qu'au final, on a un positionnement qui est peut-être plus haut de gamme que la concurrence. Et donc, peut-être qu'on devrait s'orienter sur un marché haut de gamme. Donc, on a assumé le fait d'être haut de gamme. On a fermé toutes les destinations qu'on proposait à l'époque, qui étaient partout en Europe et même aux États-Unis. Et on s'est dit, on va se concentrer que sur Paris et on va proposer des expériences haut de gamme. Et la partie demande qui était la plus difficile à obtenir pour nous, on s'est dit qui a déjà une clientèle? Les agents de voyage. Et après, on s'est dit notre clientèle historique, elle est aux États-Unis. Qui sont les agents de voyage aux États-Unis qui ont une clientèle haut de gamme? Puis on a trouvé des réseaux comme ça. Et donc en 2017, on a décidé de tout changer, de repartir de zéro. Et c'est là où on a créé vraiment ce qu'est Bubble Globe aujourd'hui. D'accord, et donc du coup, Bubble Globe, ça fonctionne bien depuis 3 ans à peu près? Ouais, disons que la première année de pivot, ça a été une année où il s'est pas passé grand-chose puisqu'on a dû revoir toute notre offre de catalogue, on a dû se repositionner et puis on a dû aussi attaquer de nouveaux marchés. Donc on a fait des listings d'agents de voyage de luxe aux États-Unis, on les a fait un par un, emailing, phoning. Et puis au début c'était assez difficile parce que nous on intervient sur un marché de niche aux États-Unis et c'est un marché qui est assez fermé et donc du coup au début il faut jouer des coudes et c'est assez difficile quand on est dans des marchés de niche parce qu'il y a aussi déjà des acteurs historiques qui sont installés. Donc plus le marché se dilue et s'ouvre à de nouveaux entrants, moins ça circule dans ce marché de niche, on va dire. Donc voilà, on joue un peu des coudes, mais après il y en a un qui nous fait confiance, puis un deuxième, puis un troisième, et puis c'est vite le bouche à oreille dans ces marchés de niche. Et on y est arrivé aussi parce qu'au début, quand on s'est repositionné, on a vraiment choisi de proposer des choses qui étaient très uniques. Donc pour prendre des exemples, on avait des expériences avec un apiculteur sur les toits de Paris, avec une danse aux étoiles de l'Opéra Garnier, avec une comtesse, avec le président des Saumulets de France qui proposait des cours d'œnologie dans son restaurant et dans sa cave boulevard Haussmann. Et on n'avait pas du tout les Versailles, le Louvre, la Tour Eiffel qui se sont ensuite rajoutés parce que du coup les agents qui ont vu ça se sont dit « Ah mais ce que vous proposez c'est génial et est-ce que par la même occasion vous avez les classiques ?» Et c'est comme ça par la suite qu'on les a ajoutés. Mais sinon au début c'était vraiment un autre positionnement qu'on avait choisi pour pouvoir pénétrer le marché. Et donc c'est par ce positionnement-là qu'on a réussi la première année à avoir des personnes qui nous ont fait confiance. Et par la suite, après la deuxième et la troisième année, ça a commencé, à plus décoller. Et la troisième année, c'est là où on a vraiment dégagé des bénéfices pour pouvoir aussi se payer et vraiment construire, on va dire, le futur de ce qu'est devenu Bubble Globe. Et du coup, pendant les 3 premières années, avant le pivot, est-ce que tu faisais un autre métier à côté et tu développais Bubble Globe en parallèle ou tu as toujours été à 100% sur le projet? Non, j'ai toujours été à 100% sur le projet. Moi, j'ai eu la chance de lancer mon projet à la fin de mes études. Et étant donné que j'avais fait 3 ans d'alternance, j'ai pu bénéficier du chômage pendant 2 ans. Et donc du coup, vu que j'habitais encore chez ma mère, j'avais pas forcément de frais. Donc on a lancé ça sur les 3 premières années. Après, le chômage s'est arrêté. Donc je suis tombé sous le RSA. Mais je vivais toujours chez ma mère. Donc la situation... Elle était pesante parce que je commençais à avoir 25 ans et puis j'avais envie de quitter le nid et puis j'avais envie de faire ma vie. Mais d'un autre côté, elle n'était pas exigeante parce que j'avais pas de frais. Donc j'aurais pu comme ça rester dans ma chambre pendant longtemps jusqu'à ce que je m'épuise et que j'en ai marre et que je passe à autre chose. Donc c'est un petit peu ce qui a permis de tenir jusque-là puisque justement on est quand même resté 5 ans sans rémunération et sans que ça décolle vraiment. Donc j'ai pas travaillé à côté et j'ai pas dû travailler à côté. Et je pense heureusement parce que si j'avais dû quand même partager mon énergie sur 2 tâches différentes, vu l'exigence que ça a d'avoir un projet entrepreneurial, je pense que peut-être qu'on n'aurait pas fait le choix de pivoter et on se serait peut-être dit ça marche pas au bout de 3 ans, on arrête. D'accord. Mais du coup, même si je pense que les mentalités elles sont en train de changer doucement, est-ce que tu t'es pas dit quand même je vais essayer d'avoir autre chose à côté au cas où si jamais ce projet-là je l'arrête? Comment est-ce que, par exemple, si, je le souhaite pas, mais si ça s'arrête aujourd'hui, comment est-ce que tu valoriserais ton expérience entrepreneuriale? C'est difficile à répondre dans le sens où Bon déjà, comme tu l'as dit, on se projette pas sur une fin, mais même si ça venait à finir, je me projette pas forcément d'en retomber dans le salariat. Donc c'est difficile de me projeter, de me dire comment je valoriserais. Maintenant, c'est sûr qu'en 5 ans, j'ai appris énormément de choses.
Même si ça devait mal se terminer, il y a quand même eu une période où ça aura bien marché. Donc ça, on peut le mettre en valeur. On a quand même réussi à construire des partenariats à partir de rien. On a quand même réussi à générer un certain volume de chiffre d'affaires à partir de rien. Donc tout ça, c'est des compétences. On a aussi quand même appris beaucoup sur un marché de niche et luxe où aujourd'hui, on a quand même auprès de certains agents une certaine renommée. Donc ça aussi, c'est des compétences qu'on peut toujours mettre sur un CV. Donc on apprend toujours de quelque chose et j'ai envie de dire même plus des échecs que des réussites. Donc valoriser une expérience. Si j'avais arrêté au bout de 6 mois ou de 1 an, peut-être que ça aurait été un peu plus difficile parce qu'aux yeux de certains recruteurs, bon, c'est peut-être un petit passage. Mais avoir mené quand même un projet pendant 5-6 ans, même si à la fin il débouche pas sur un grand succès, on en a forcément tiré quelque chose. Oui, forcément, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on a vu aussi avec d'autres intervenants, même qui étaient salariés, c'est que toute expérience apporte quelque chose de positif et des compétences qui peuvent de toute façon resservir dans d'autres domaines ou d'autres secteurs. Et du coup, ce serait quoi la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? La chose dont je suis la plus fière, je dirais justement, c'est de m'être lancé sans forcément savoir où j'allais et aussi d'avoir quand même persévéré parce que c'est difficile à dire. On n'est pas encore non plus sorti d'affaires. La preuve avec ce qui se passe en ce moment, on pensait vraiment avoir décollé au bout du pivot et puis maintenant on est un petit peu dans l'attente. Mais oui, c'est ça, c'est de se lancer, c'est de croire en son projet et d'aller jusqu'au bout coûte que coûte. D'accord, et au contraire, justement, tu l'as peut-être évoqué juste avant, mais c'est quoi l'obstacle le plus gros que tu as eu à surmonter dans ce projet? Ça dépend de quel obstacle on parle. Est-ce que c'est des obstacles opérationnels ou est-ce que c'est des obstacles personnels, enfin au niveau du Bah, mental ou... je pense qu'en général, c'est plutôt opérationnel. Je sais pas, par exemple, est-ce que la crise t'a beaucoup impacté de ton côté? Est-ce que tu as pu continuer à travailler? Oui, bah alors des obstacles, c'est vrai qu'on en a eu beaucoup tout au long et puis on en a encore et on en aura encore. Les plus gros, forcément, ça va être des obstacles qu'on n'attend pas ou qu'on ne peut pas maîtriser. Il y avait eu les attentats qui ont fait beaucoup de mal au tourisme. Après, il y a eu les inondations, il y a eu l'incendie de Notre-Dame, il y a aujourd'hui le coronavirus et il y aura encore certainement d'autres choses à l'avenir. Donc ça, c'est des obstacles qui sont inhérents au marché. Après, il y a aussi des obstacles qu'on peut se mettre parfois nous-mêmes sans le savoir, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a des idées qu'on aimerait mettre en place et au final on fait des préjugés même avant de les tester. Et on perd du temps à savoir de oui, mais les gens ils vont penser que... Alors qu'en fait on n'en sait rien de ce qu'ils pensent, parce que le meilleur moyen de le savoir c'est de mettre en place l'idée et puis de s'en rendre compte le plus rapidement possible si oui ou non ça marche. Mais à part ça comme obstacle, non, comme je disais, on a eu la chance en termes financiers et à titre personnel de ne pas avoir des obligations fortes qui fait que même si on a eu du mal et même si on n'avait pas les ressources ou des choses comme ça, on a quand même pu tester beaucoup de choses pendant toutes ces années sans qu'il y ait forcément de conséquences personnelles, mis à part le fait de, entre guillemets, perdre du temps ou de ne pas avancer aussi vite qu'on le voudrait, quoi. Oui, c'est sûr. Et du coup, par rapport au coronavirus, comment il t'a impacté de ton côté? Bah, il nous a impacté assez fortement dans le sens où nous, 99% de notre clientèle, c'est une clientèle américaine. Donc dès que les frontières ont été fermées et jusqu'à nouvel ordre, puisqu'elles le sont toujours, on n'a aucun client qui peut mettre les pieds en France. Au-delà de l'aspect psychologique de la chose qui fait que est-ce qu'on est sur une tendance positive, négative, enfin tout le monde y va un petit peu de son pronostic, mais au-delà de ça, nous, c'est d'abord ce qui se passe au niveau réglementaire, et au niveau réglementaire, c'est les frontières qui sont fermées. Donc même les plus positifs et les plus enthousiastes pour l'année prochaine, actuellement, ils ne réservent pas parce qu'ils ne peuvent pas en fait, tout simplement. Et du coup, pendant cette période creuse, est-ce que vous essayez de repositionner votre offre, d'aller voir d'autres marchés? Alors la chance dans notre malheur, c'est qu'on avait déjà prévu d'ouvrir la destination en 2021, Provence-Côte d'Azur. Et donc l'année 2020, ça devait être déjà une année où on devait jongler, parce qu'on avait au début d'année embauché 2 personnes pour nous aider sur la partie proposition d'itinéraire, ce qui me permettait moi justement de me dégager du temps pour aller en Provence et en Côte d'Azur pour ouvrir la destination. Et comme il y a eu le coronavirus, au final, 100% du temps pouvait être consacré à l'ouverture de la nouvelle destination. Donc on a mis à profit tout simplement ce temps et on est parti 1 mois en Provence et en Côte d'Azur dès que le confinement était terminé. Et puis là, aujourd'hui, on doit mettre en ligne toutes les expériences. Et étant donné qu'il y en a quand même pas mal, ça prend beaucoup de temps. Il faut aussi créer les versions en PDF, il faut mettre à jour toute la grille tarifaire. Enfin voilà,
Donc je pense qu'on en a au moins jusqu'à la fin d'année. Et puis après, il faudra espérer qu'à début d'année prochaine, il y ait des signes positifs de reprise pour l'été prochain. Je l'espère aussi. Et si quelqu'un a une idée de projet ou s'il aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, à ton avis, c'est quoi la chose qu'il faudrait développer selon toi pour pouvoir réussir, entre guillemets, enfin avoir une chance? C'est difficile à dire parce que celui qui arrive à donner la recette de la réussite aux autres, je pense qu'il serait déjà multimilliardaire. La réussite, elle dépend de beaucoup de facteurs. Il y a un facteur chance, il y a un facteur persévérance. Il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas donner de conseils. Ça dépend aussi beaucoup de la personnalité de chacun. Non, moi je dirais peut-être au début, si on a une idée, c'est de croire en son idée, premièrement, de travailler beaucoup sur son idée, c'est-à-dire d'essayer de se poser le plus de questions possible et de retourner l'idée dans tous les sens, mais aussi de pas trop perdre du temps à faire du blabla sur l'idée, parce que en fin de compte, l'idée évoluera toujours. C'est rare, très rare qu'une idée sur le papier reste la même une fois qu'elle est mise en œuvre. Donc c'est de se lancer le plus rapidement possible, de pas forcément se lancer de manière très officielle avec de la paperasse, de je crée la société, etc. On peut toujours commencer petit. Ça dépend de l'idée, hein, mais il y en a beaucoup qui ont juste créé un début de société avec une landing page, voir comment les gens réagissaient à l'idée, et pas forcément qu'au cercle familial, parce que si on demande à notre cercle familial ou à nos amis qu'est-ce qu'on pense de l'idée, à moins qu'on ait des gens qui soient très critiques et qui n'hésitent pas à aller à l'encontre de nous, on va plutôt être tendance à être rassuré par notre cercle proche. Donc c'est de parler de l'idée. On a tendance à croire au début qu'on va se faire piquer l'idée, mais c'est totalement l'inverse. Parce qu'il n'y a aucune idée qui l'idée à $1 million. C'est les personnes derrière qui font les idées et qui surtout les mettent en œuvre, qui vont créer des véritables sociétés. Donc on l'entend souvent quand on regarde des vidéos d'entrepreneuriat, mais oui, c'est vrai, une idée, c'est pas une entreprise. Une entreprise, c'est tout ce qui se fait derrière. Donc voilà, le premier conseil que je donnerais, c'est juste de se lancer, d'y croire et de travailler sur son idée et puis de ne pas être fermé à changer, à adapter. Et après, c'est un long chemin, donc chacun le vivra à sa façon. Mais le plus important, c'est de se lancer, voilà. Non mais c'est intéressant. C'est vrai que je pense qu'on a besoin de se le répéter plusieurs fois. Parce que quand on a une idée, on a tendance à beaucoup réfléchir, à vouloir un peu la garder pour soi. Mais c'est normal parce que c'est un peu un repère en fait. Quand on débute, étant donné qu'on ne sait pas par où commencer, on va toujours chercher des appuis sur ce qu'on ne connaît pas et en général les appuis, soit ils vont venir de sources extérieures comme Internet. Et moi je sais que quand je m'étais lancé, j'avais l'impression qu'il fallait juste que je suive des étapes et j'étais tombé sur un site, je crois que c'était l'APSP ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est un site qui est dans la création d'entreprise et j'essayais de chercher un espèce de sommaire où il y avait chapitre 1 comme une recette en fait, préparez les ingrédients, cassez les œufs, mélangez et mettez dans le four et vous avez une entreprise. Et au début, quand on ne sait pas par quoi commencer, on essaie de se rassurer en se créant un cadre. Et on a du mal à accepter le fait qu'en fait, c'est le fouillis et qu'au final, il n'y a pas une chose qui vient avant l'autre parce qu'en fait, il n'y a rien qui est créé et puis c'est pas les autres non plus qui créent la société pour nous. Et nous, on a aussi tendance à espérer une aide extérieure qui nous dise quoi faire et qui nous dise voilà, t'as ton idée, maintenant tu fais ça. Une fois que t'as fait ça, tu reviens vers moi et je te dis ce qu'il faut faire. Donc il faut toujours s'inspirer à gauche et à droite parce que c'est ce qui va faire que ça nourrit notre réflexion propre et intérieure. Mais il n'y a pas non plus de recette en fait. Donc c'est normal d'être désorienté, c'est normal de ne pas savoir par quoi commencer ni où donner de la tête. Ça fait partie du processus d'apprentissage et c'est ça qu'il faut accepter. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas des fois voir trop grand au risque justement de se dire mais attends, il y a trop de choses à faire en même temps, j'arriverai jamais et du coup ça décourage plus et encore plus si on est seul. Et c'est pour ça qu'il faut toujours quand même s'entourer un minimum. Il y a une période où au début on va essayer du coup de beaucoup se rassurer comme je disais, donc du coup on va aller à plein d'événements, on va se mélanger avec plein d'autres entrepreneurs, on va avoir besoin de cet écosystème et puis une fois que ça s'est lancé, il faut aussi apprendre à se distancer de tout ça et une fois qu'on est vraiment sur son projet, il faut travailler sur son projet et il faut plus perdre de temps à aller dans toutes les conférences qui sont utiles mais c'est pas ce qui va faire avancer le projet. Ok, non mais c'est intéressant que tu mettes en avant cet aspect-là parce que je pense que de plus en plus les entrepreneurs c'est des profils qui sont mis en avant, qui donnent envie. Mais toi, c'est quoi les tâches ou les aspects d'être entrepreneur qui te font moins rêver au quotidien? L'administratif par exemple, ça c'est quelque chose qui est assez pénible.
qui fait perdre du temps. Tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est papier, tout ce qui est déclaration, la TVA. Même si on a un expert comptable, il faut quand même être derrière pour lui donner les tableaux de chiffre d'affaires, etc. Donc ça, c'est pas un côté forcément fun. Et puis après, il y a quand même aussi un aspect d'autogestion qui est pas facile, même s'il dépend de chacun et de la personnalité de chacun. On est notre propre patron, mais c'est bien et pas bien. C'est bien parce que du coup, on peut décider ce qu'on veut, mais c'est pas bien parce que des fois, on se fait des monologues dans le sens où on n'est pas content de nous, donc on se met la pression. On se dit, tiens, aujourd'hui, t'as pas assez travaillé, c'est pas bien. Ça peut devenir aussi une prison intérieure. Donc, c'est un peu ces aspects troubles de l'entrepreneuriat que des fois, on n'évoque pas forcément. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a plein de volonté, qui est hyper dynamique, qui a de l'énergie. Mais dans l'autre sens aussi, ça peut aussi se retourner. Et voilà. D'accord, et du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on a tous connu du coup avec le confinement et encore maintenant, mais est-ce que tu travaillais déjà de la maison avant la crise sanitaire? Non, nous, on a travaillé longtemps de la maison. Pour la simple et bonne raison, c'est que le projet ne marchait pas forcément au début. Donc, on ne pouvait pas se payer de locaux, tout simplement. Après, c'est vrai qu'au tout début, on a quand même été dans un incubateur. Enfin, dans 2 incubateurs même. On a été dans l'incubateur de mon ancienne école de commerce au tout début du projet pendant un peu plus d'1 an. Et puis après, on a basculé dans un deuxième incubateur qui s'appelle le Welcome City Lab et qui est justement dédié à l'innovation touristique. Mais le Welcome City Lab, on y rentre sur candidature et puis c'est surtout après qu'il y a un budget derrière, même si on a des subventions de la BPI. Et puis quand tout ça s'est terminé, on venait juste de pivoter, donc on n'avait plus de budget. Donc oui, on s'est remis à domicile. Et donc là aussi, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué juste avant, c'est qu'il y a des côtés positifs parce que c'est agréable. On n'est pas obligé de se lever tout le temps à heure fixe, ou tout du moins d'avoir la pression de rater le train si on se réveille 10 minutes plus tard. On n'est pas obligé forcément de s'habiller, mais aussi il y a des fois où c'est pesant parce que justement on a l'impression que vu qu'on s'habille pas et vu qu'on sort pas, on fait rien de notre journée, ou alors on divague, ou alors on ne voit pas de nouvelles têtes, donc on s'ennuie un peu. Donc ça dépend, voilà. Moi, je le vis plutôt bien parce que j'ai une nature de base qui est plutôt, on va dire, casanière, même si j'aime bien sortir et voir des gens, hein. Mais pour des personnes qui ont peut-être une personnalité où ils ont besoin d'être dans un environnement qui est plutôt créatif, dynamique, etc., être enfermé chez soi, ça peut être vite difficile, surtout si on est dans un 20 mètres carrés et qu'on n'a qu'une pièce qui fait à la fois cuisine, salon et chambre, quoi. Et toi, du coup, comment tu fais pour te mettre au travail? Est-ce que tu t'instaures une petite routine? T'as quand même des horaires de bureau, entre guillemets? Enfin, tu t'imposes des horaires? Je m'imposais des horaires avant, et puis avec le temps, j'ai remarqué que c'était pas forcément la bonne chose pour moi, parce que c'est pas pour ça que je vais être plus productif. Dans le sens où des fois, si je suis moins productif, je vais juste traîner la patte jusqu'à mon horaire, et j'aurais fait exactement la même chose qu'un autre jour où j'aurais été plus productif. Donc je m'impose pas d'horaire, par contre j'essaye de me dire, dans la journée, voilà ce que j'ai envie de faire et voilà ce que je dois faire. Par exemple, aujourd'hui, là, on fait beaucoup de création d'expérience, comme je le disais, et c'est quelque chose qui me fatigue assez vite parce que c'est de l'écriture, faut chercher plein de sources sur Internet pour s'inspirer, etc. en amont. Donc à la fin de la journée, on en a un peu marre. Donc mon objectif, c'est tout simplement de me dire, je fais une nouvelle expérience par jour. Si j'ai fini à 15h, tant mieux pour moi. Si j'ai fini à 17h, j'ai fini à 17h. Donc je réagis plutôt en termes d'objectifs. Après, là, on est sur une période qui est un peu plus calme aussi. Il y a des fois, au final, dans la haute saison, on va travailler hyper tôt parce que nous, en plus, on travaille avec les Américains. Donc, ce qui fait que le matin, on est relativement tranquille, mais à partir de 16h, eux, ils se réveillent. Donc, c'est plutôt le soir que ça s'active chez nous. Et des fois, quand il y a des clients sur place et qu'il se passe des choses, faut toujours être sur WhatsApp pour appeler le guide, le chauffeur, savoir où est le client, s'il y a un problème, etc. Donc voilà, j'ai un peu détaché le côté horaire qui peut être peut-être plus spécifique aussi à mon métier, mais c'est parce que je me suis dit, faut pas que j'en fasse tout un plat si je suis toujours pas au travail à 19h parce que je me dis, oh là là, t'as rien fait aujourd'hui, t'as fini à 15h. Non, parce qu'il y a des jours où je vais travailler jusqu'à 23h et puis il y a des jours où j'ai tout simplement pas envie de travailler et donc du coup, je vais pas être productif et je vais travailler que le matin ou jusqu'à 15h ou jusqu'à ce que j'en ai marre, quoi. D'accord, c'est une bonne façon de penser. Et du coup, pour conclure, est-ce qu'il y aurait une ressource, donc ça peut être un livre, un film ou peu importe, qui t'a inspiré du coup à créer Bubble Globe et à trouver ta voie là-dedans? Choisir, c'est un peu peut-être difficile, encore une fois, parce que je me suis inspiré de plein de choses. Par exemple, je sais que je regardais au début beaucoup les vidéos de The Family, avec Oussama notamment,
parce qu'on était plus dans on va dire, la vraie définition de la start-up, donc c'est les sociétés qui potentiellement explosent en licorne, etc. Nous, on voulait être au début dans ce modèle-là, donc on regardait beaucoup de vidéos comme ça. Après, j'ai lu aussi beaucoup de livres sur le marketing ou sur l'entrepreneuriat, mais un film ou quelque chose en particulier, non, pas forcément. Parce que des fois, on peut regarder un film, je sais pas, je vais prendre un exemple qui m'a pas forcément inspiré, mais on peut se reconnaître dans des valeurs de Into the Wild qui peuvent nous inspirer à faire notre projet et qui sont pas forcément basés sur l'entrepreneuriat. Ou peut-être à la recherche du bonheur avec Will Smith, qui montre un peu la persévérance de quelqu'un pour arriver à ses fins. Et c'est un des films, vu que c'est aussi tiré d'une histoire vraie, qui montre bien justement que c'est pas forcément facile et il montre peut-être que la réussite n'existe pas. C'est plutôt arriver à trouver une solution au problème qui fait que c'est une réussite à la fin. Mais le projet de j'arrive, je lance mon idée, je travaille dur et c'est une success story, ça arrive assez rarement. Et d'ailleurs, quand on regarde, c'est plutôt l'inverse. Toutes les belles histoires, c'était plutôt des personnes qui étaient au bord de la faillite à un moment donné dans leur projet et qui, malgré ça, ont continué et se sont dit bah non, il faut que je le tente encore, mais d'une manière différente. Et après, ils ont rencontré les bonnes personnes, ils ont eu un peu de chance, ils ont eu plein de choses. Mais voilà. C'est un beau mot de la fin. Je te remercie encore d'avoir accepté d'échanger avec moi. Et puis, je te Avec souhaite plaisir. une très bonne journée. Merci toi aussi. Au revoir. Salut. Merci de t'être rejoint à cette discussion avec Jérémy, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux nous le faire savoir en t'abonnant, en le likant et en laissant quelques lignes sur pourquoi tu l'apprécies. Si tu souhaites en savoir plus sur l'entrepreneuriat dans le tourisme, je t'ai listé en description un certain nombre de ressources citées par Jérémy durant l'épisode, alors n'hésite pas à aller y jeter un œil. Tu peux aussi rebondir sur les sujets abordés aujourd'hui en m'envoyant un DM sur Instagram, mon compte est aussi dans les notes du podcast. Sinon, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Tourisme Marimi. Salut!